au service secret de Sa Majesté, est le James Bond qui a bouleversé toutes les règles de la franchise. Un nouveau visage, une fin surprenante et une histoire d'amour plus profonde que n'importe quel gadget. Aujourd'hui, découvrez 20 anecdotes insolites sur ce classique de 1969 et une information bonus à la fin qui pourrait bien vous époustoufler. Nous allons parler de secrets de casting, de drames sur le tournage, de détails cachés et d'une tragédie qui hante ce film encore aujourd'hui. Le mannequin qui s'est fait passer pour James Bond, George Lynbey, n'était pas acteur. C'était un mannequin australien. Connu en Grande-Bretagne pour avoir joué dans une publicité pour des frites à la crème au chocolat, il s'est rendu chez le coiffeur personnel de Sean Connery à l'hôtel Dorchester lorsqu'il a entendu parler des auditions pour le rôle de James Bond et s'est fait couper les cheveux de la même manière. Il entra ensuite à Savile Row et récupéra un costume commandé pour Connery, mais jamais venu. Il portait même une Rolex Submariner pour parfaire son allure. Lorsqu'il se présenta au bureau de production d'Albert Broccoli et Harry Saltzman, il ne se contentait pas de ressembler à Bond. Il marchait, s'habillait et se comportait comme lui. Le bluff fonctionna et on lui proposa une audition sur le champ. Le coup de poing accidentel qui a tout changé. Lors de l'essai de Lazenby, un catcheur professionnel du nom de Yuri Borenko fut engagé comme partenaire d'entraînement. La chorégraphie du combat devait être minutieusement mise en scène, mais Lynbey, emporté par l'enthousiasme, frappa accidentellement Borenko en plein visage. Loin d'être horrifié, le producteur Albert Broccoli fut impressionné. Il aperçut le genre d'agressivité physique brute dont Bond avait besoin. Ce coup de poing improvisé est devenu l'une des raisons principales pour lesquelles Lazenby s'est vu offrir un contrat de 7 films et qu'il deviendra peut-être l'acteur le plus célèbre dans les années à venir. Il a refusé le contrat de 7 films. Broccoli croyait au potentiel de James Bond et lui a proposé un contrat pour 7 films, à ce moment-là avec M. Albert Broccoli, le producteur du film, vous connaissez bien sûr son nom, producteur des films de James Bond, ce qui aurait complètement transformé la franchise. Pas de retour de Connery dans Les Diamants sont éternels. Pas d'air Roger Moore, mais l'agent de Lynbey, Ronan Overhilly, le convainquit que le personnage d'agent secret serait démodé dans les années 70, marqué par la libération. Lynbey quitta le projet après un seul film. Cette décision reste l'une des plus controversées de l'histoire du cinéma et l'un des plus grands et de la franchise James Bond. La guerre de l'ail avec Diana Rigg. Pendant le tournage, la presse britannique s'est délectée d'alimenter les rumeurs d'une querelle entre Lazenby et sa partenaire Diana Rigg. Une histoire largement relayée prétendait que Rigg mangeait intentionnellement de l'ail avant leur scène intime pour mettre Lazenby mal à l'aise. Interprétée par une actrice que Laurence Olivier qualifiait de brillante et délicieuse, Diana Rigg. Vrai ou exagéré, l'histoire a fait les choux gras de la presse à scandale. Elle a alimenté les tensions autour du casting de Lazenby et a fait la une des journaux du monde entier. À ce jour, ni Lynbey ni Rigg ne l'ont jamais confirmé ni infirmé, ce qui en fait l'une des rumeurs les plus croustillantes du tournage de la franchise. Le restaurant Mountain Layer de Blofeld existait vraiment. Son QG, l'emblématique Piss Gloria, n'était pas un décor construit au studio Pinewood. Il s'agissait d'un restaurant tournant en construction au sommet du mont Schilthorn, en Suisse. L'équipe de production a conclu un accord avec les propriétaires. L'équipe de tournage était composée de mes amis pendant tout le tournage. Ce sont eux qui m'ont soutenu pendant le tournage. Sans eux, j'aurais sans doute perdu la tête. Eon Productions a déboursé 125 000 $ pour rénover l'intérieur et construire une hélisurface. En échange, ils pouvaient y tourner. À l'ouverture du restaurant, les propriétaires ont conservé le nom Piss Gloria du film. Aujourd'hui encore, le restaurant diffuse en boucle des films de James Bond pour les touristes. On ne peut y accéder que par téléphérique. Le caméraman qui a skié à reculons. Les séquences de poursuite à ski, à couper le souffle, sont en grande partie l'œuvre de Willy Bogner, un skieur olympique devenu caméraman. Bogner a réalisé des prouesses incroyables pour capturer ces images.
notamment en descendant des montagnes à toute vitesse à ski, à reculons, caméra à la main. Il plaçait parfois la caméra entre ses jambes et se faisait même tracter par un bobsleigh le long du parcours. Les images qu'il a filmées restent parmi les scènes d'action les plus palpitantes de l'histoire de James Bond. Bogner reviendra tourner des scènes de ski dans plusieurs films de James Bond ultérieurs. Si ces anecdotes vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien est précieux pour la chaîne et nous permet de continuer à vous proposer des analyses approfondies comme celle-ci. La cascade à ski de Lassembe qui devint la scène d'ouverture d'un autre film. Lassembe avait suggéré une scène où Bond dévale une falaise à ski et ouvre son parachute. Il pensait que cela créerait un moment spectaculaire. Les cinéastes adorèrent l'idée, mais ne disposaient ni des ressources ni de la technologie nécessaire pour la réaliser en 1969. Le concept ne fut cependant pas oublié. 8 ans plus tard, cette même cascade devint la séquence d'ouverture iconique de L'espion qui m'aimait. Considérée par beaucoup comme l'une des meilleures ouvertures de James Bond jamais filmées, cette scène est née d'une idée géniale que Roger Moore a su concrétiser. Une campagne marketing sans visage. Face à l'inconnu de Lassembe, l'équipe marketing d'United Artists se trouvait confrontée à un problème. Comment promouvoir un James Bond sans un acteur reconnaissable? Leur solution fut pour le moins originale. Plusieurs publicités présentaient une silhouette sans visage de Bond, mettant l'accent sur le personnage plutôt que sur l'acteur. Alors que les campagnes précédentes affirmaient haut et fort que Sean Connery était James Bond, les publicités pour ce film reléguaient le nom de Lassembe en petits caractères sous le titre. United Artists admettra plus tard que cette approche était une erreur qui a nui aux performances du film au box-office. 2 acteurs, un personnage, un même film. L'acteur grec Takis. Emmanuel devait initialement incarner Klett, l'homme de main de Draco, mais il refusa de répéter la scène de combat sur la plage dans la séquence d'ouverture et fut aussitôt renvoyé. Il fut remplacé par le cascadeur Bill Morgan. Ironie du sort, les scènes de mariage ayant déjà été tournées avant celles de la plage, on peut encore apercevoir Emmanuel dans certaines parties du film. Cela signifie que, techniquement, les 2 acteurs ont incarné le même personnage dans le même film. Une première involontaire dans l'histoire de James Bond que la plupart des spectateurs ne remarquent même pas. La mère de Tracy était la véritable mère de Diana Rigg. Voici un petit détail touchant que la plupart des gens ignorent. Dans le film, on aperçoit, dans une scène, une photo encadrée de la mère décédée de Tracy. Ce portrait est en réalité une véritable photo de la mère de Diana Rigg. Il a probablement été placé là comme une plaisanterie interne de l'équipe de production, mais il confère au personnage une émotion authentique qui dépasse le cadre du scénario. Et en parlant de détails émouvants, attendez de découvrir notre anecdote bonus à la fin. Il s'agit de la scène finale, et elle donne encore des frissons aux fans. Si vous suivez la chaîne, vous savez que nous avons déjà analysé les 3 premiers James Bond avec Sean Connery, ainsi que les premiers films de Daniel Craig, Pierce Brosnan et Roger Moore. Laissez un commentaire pour nous dire quel premier James Bond vous préférez. Vous connaissez déjà la devise de la famille Bond. Dans une scène, Bond se renseigne sur les armoiries de sa famille. L'expert en héraldique mentionne que la devise d'un de ses ancêtres était « Auris non suffic », une expression latine signifiant « le monde ne suffit pas ». C'est une réplique anodine dans ce film, mais 30 ans plus tard, elle est devenue le titre du Dix-9 et James Bond avec Pierce Brosnan. Ian Fleming avait semé cette graine dès son roman de 1963. Je n'aime pas trop les voir écrites. Je les utilise beaucoup quand je joue au golf. Et elle a finalement germé à l'écran, en 1999. Fleming adorait dissimuler ce genre de clin d'œil à long terme dans ses écrits. Le concierge siffle Goldfinger. Soyez attentifs lorsque Bond est conduit au vestiaire par les hommes de Draco au début du film. En traversant les lieux, il croise un concierge qui siffle nonchalamment un air familier. Il s'agit du thème de Goldfinger, le 3e opus de la saga James Bond.
C'est un clin d'œil subtil et amusant à l'histoire de la franchise, le genre de détail qui récompense les spectateurs attentifs. Il a probablement été ajouté par le réalisateur Peter Hunt, figure clé de la saga James Bond depuis ses débuts en tant que monteur sur Doctor Who. Un caméo furtif du réalisateur. À propos de Peter Hunt, il s'agissait de sa seule réalisation d'un James Bond et il y a laissé sa marque d'une manière souvent imperceptible. Dès le premier plan après le générique, une plaque de laiton portant l'inscription International Exports Limited remplit l'écran. En regardant attentivement le coin inférieur gauche de la plaque réfléchissante, on distingue à peine un homme qui passe. Cet homme, c'est Peter Hunt en personne, qui fait une apparition des plus discrètes dans l'histoire de James Bond. C'est le genre de détail qu'on ne remarque qu'au deuxième visionnage, et c'est justement pour ça qu'on est là. Les gadgets de Bond ont leur propre thème musical. Lorsque Bond est dans son bureau et examine de vieux gadgets de missions précédentes, un événement génial se produit dans la bande-son. À chaque fois qu'il utilise un gadget, la musique change pour jouer le thème du film correspondant. Une subtile touche de nostalgie signée John Barry, un hommage discret à la franchise, subtilement dissimulé dans la partition. Ce fut le premier film de James Bond à s'appuyer autant sur la nostalgie autoréférentielle, traitant la série comme un héritage à célébrer plutôt que comme une simple aventure de plus. L'adaptation la plus fidèle de Fleming. Le réalisateur Peter Hunt et le scénariste Richard Maibaum ont délibérément choisi de suivre au plus près le roman original d'Ian Fleming, paru en 1963. Le résultat est largement considéré comme l'adaptation la plus fidèle du roman à l'écran de toute la saga James Bond. Presque tout ce qui figure dans le roman apparaît dans le film, mais cette fidélité a engendré un problème de continuité. Dans le roman, Bond et Blofeld ne s'étaient jamais rencontrés. Dans les films, ils s'étaient déjà croisés dans On ne vit que deux fois. Les producteurs ont envisagé d'expliquer cela par le biais d'une intrigue secondaire sur la chirurgie esthétique, mais ont finalement abandonné l'idée en espérant que le public ne s'en apercevrait pas. Le rôle méconnu de Joanna Lumley. Bien avant de devenir célèbre grâce à ses rôles de Patty et d'Absolutely Fabulous, la jeune Joanna Lumley est apparue dans Au service secret de Sa Majesté, dans le rôle d'un des soi-disant anges de la mort de Blofeld. Son rôle était modeste, mais sa contribution en coulisses fut essentielle. Elle a passé 2 mois entiers sur le tournage, doublant les voix de nombreux personnages avec des accents allemands, chinois et norvégiens. Elle a également appris à plusieurs autres actrices à crocheter, une activité que l'on peut d'ailleurs apercevoir à l'écran. Certaines femmes auraient préféré faire du crochet plutôt que d'assister aux fêtes organisées par l'équipe du tournage. La barbe qui a stupéfié les producteurs. Lors de l'avant-première du film à l'Odeon Leader Square de Londres, le 18 décembre 1969, George Lenby est 969, George Lenby est arrivé avec une barbe fournie et les cheveux mi-longs. Il avait, comme l'écrivait le Daily Mirror, un look très éloigné de celui de James Bond. Les producteurs l'avaient supplié de se raser, mais à ce moment-là, Lazenby avait déjà décidé d'en finir avec ce rôle. Son sourire est aussi mortel que celui de Donald Pierce, et ses répliques sonnent aussi justes qu'un vendeur d'insecticides dans un cirque de puces. Sa présence à l'avant-première était en réalité un adieu public, et elle a irrémédiablement mis à rude épreuve sa relation déjà fragile avec le brocoli et le marchand de sel. C'était un acte final audacieux et quelque peu provocateur. La tragédie d'Ilsa Steppot. L'actrice allemande Ilsa Steppot a livré une performance menaçante et inoubliable dans le rôle d'Irma Bunt, l'impitoyable bras droit de Blofeld. Ce fut son unique rôle en anglais et il aurait dû lancer sa carrière internationale. Le personnage devait initialement revenir dans le prochain James Bond, Les Diamants sont éternels. Tragiquement, Stead décéda d'une crise cardiaque le 22 décembre 1969, 4 jours seulement après la première londonienne du film. Elle ne put jamais constater l'impact de son interprétation. Le personnage d'Irma Bunt fut retiré du film par respect, et la prestation glaçante de Stead demeure un moment marquant et poignant. La patinoire a été construite de toutes pièces,
La course-poursuite en stock car sur glace est l'une des scènes d'action les plus mémorables du film. Mais cette patinoire n'existait pas avant le début du tournage. L'équipe a dû la construire en inondant un terrain plat et en attendant que la glace soit suffisamment solide pour supporter le poids des voitures. C'était un effort logistique colossal à une époque où les effets numériques ne permettaient pas de recréer de tels environnements. Chaque chute, chaque dérapage, chaque vrille sur cette glace a été capturée de manière quasi pratique, ajoutant une énergie brute et viscérale que les séquences numériques peinent souvent à égaler. Un tube. Avec 25 ans de retard, John Barry a composé le thème d'amour du film sur des paroles de Hal David et Louis Armstrong a été choisi pour l'interpréter. Barry pensait qu'Armstrong pouvait donner au refrain une interprétation empreinte d'une ironie douce amère que nul autre ne pouvait égaler. Armstrong était alors si malade qu'il ne pouvait jouer de sa trompette emblématique. Un autre musicien l'a remplacé, mais il a enregistré sa voix en une seule prise parfaite. À sa sortie en 1969, la chanson n'a pas rencontré le succès escompté. Puis, en 1994, elle a été utilisée dans une publicité Guinness et s'est hissée à la 3e place des charts britanniques. 25 ans après avoir été ignorée du public, elle est enfin devenue le classique qu'elle méritait d'être. Et maintenant, voici le moment que nous attendions tous. Anecdote bonus, la prise qui a fait pleurer Bond, un fait qui hante encore les fans de la franchise. Dans la scène finale déchirante du film, Tracy est tuée dans une fusillade en voiture quelques instants après son mariage avec Bond. Dans la prise originale, George Lenby, en larmes, serrait Diana Rigg dans ses bras. C'était une émotion brute, spontanée. Un mannequin devenu acteur, exprimant une douleur authentique pour un personnage qu'il avait appris à aimer. Mais le réalisateur Peter Hunt a crié « Coupez !» a exigé une seconde prise et aurait déclaré « J'ai fait carrière dans le cinéma parce que, fondamentalement, je viens d'un milieu où... Bond ne pleure pas. » Seules 2 prises ont été tournées. Dans la version finale du film, on voit Bond retenir ses larmes, la voix brisée, murmurant ses derniers mots déchirants. Considéré comme le moment le plus poignant de toute la saga James Bond, cette scène aurait pu être radicalement différente. Le fait qu'un acteur débutant, souvent réduit à un simple joli minois, ait livré l'une des scènes les plus bouleversantes du cinéma, en seulement 2 prises, en dit long sur l'apport de George Lenby à ce rôle. Au service secret de Sa Majesté fut mal compris à sa sortie en 1969. La critique était partagée, le public regrettait Connery, et Lenby avait déjà quitté la scène avant même le générique de fin. Mais le temps a été extraordinairement clément avec ce film. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs opus de toute la saga James Bond, un film qui a osé donner un cœur à 7 avant de le briser sous les yeux du monde entier. Voici donc votre mission. Si vous l'acceptez, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que George Lazenby aurait dû rester l'agent Sept? Quel James Bond devrions-nous analyser ensuite? Nous avons déjà traité les premiers films de Sean Connery, les débuts de Craig Browne et bien d'autres. Alors, quel sera le prochain? À vous de nous le dire. Et voici un petit défi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prouvez-le en commentant. Bond ne pleure pas. Voyons combien d'entre vous sont restés jusqu'au bout. Quel moment de ce film vous donne encore des frissons? La course-poursuite à ski, le mariage, cette scène finale bouleversante?